bonsoir à toutes et à tous. Donc avec Alain Schnapp, nous sommes très heureux d'être ici et on remercie donc l'Institut national d'histoire de l'art de nous accueillir dans le cadre d'un partenariat entre l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, et l'INACHA, donc l'Institut national d'histoire de l'art, dans le cadre des JEA, donc les Journées européennes de l'archéologie, où pour la première fois on a essayé de mettre en place une petite manifestation commune. Même si donc l'INACHA est une maison bien plus prestigieuse que ne l'est l'INRAP, nos institutions donc partagent beaucoup de choses, la couleur de leur logo, mais également un élément particulier qui est le soin, la responsabilité et la joie d'organiser chaque année, pour le compte du ministère de la Culture, deux manifestations de grande ampleur, le Festival d'Histoire de l'Art qui vient de s'achever et les Journées européennes de l'archéologie qui débutent en cette fin de semaine et dont cette rencontre marque le lancement. Et je crois qu'on est les deux seuls établissements du ministère de la Culture qui sont chargés d'organiser des manifestations du ministère. Enfin, j'ai dit ça pendant longtemps, et puis depuis qu'à l'INRAP est arrivé un directeur général issu du Centre national du livre, il m'attire un peu les oreilles en disant que quand même le Centre national du livre organisait la nuit de la lecture et qu'il le faisait également tout seul. Donc on va dire que nous on le fait largement et eux organisent une petite nuit. Donc les Journées européennes de l'archéologie, qui sont maintenant des Journées européennes, c'est donc la rencontre entre l'archéologie et les citoyens. Je vous renvoie au programme qui est sur le site internet de l'INRAP, du ministère de la Culture, et sur le site spécifique des Journées européennes de l'archéologie, qui est jea.eu, donc Europe. Voilà. Deux instituts, donc deux disciplines, aujourd'hui distinctes, l'archéologie et l'histoire de l'art, mais dont la divergence de trajectoire est relativement récente à l'échelle des savoirs. Je vais faire un rapide rappel de ces éléments. Voilà la thématique de ce soir, des vestiges et des images, archéologie, histoire de l'art, relations et mutations. Je donnerai la parole, ou Alain prendra la parole dans quelques minutes pour des propos savants. Je compléterai moi par des éléments illustrés et puis je vais essayer d'avancer une petite introduction. Donc, vous le savez tous ici, les différences fondamentales globalement appréciées aujourd'hui reposent sur le fait que l'histoire de l'art étudie principalement les œuvres artistiques, leur style, leur iconographie, leur contexte culturel, leurs auteurs, leur réception et leur influence, et donc principalement l'objet d'étude et l'œuvre en tant que création esthétique et culturelle. L'archéologie, de nos jours, étudie les sociétés humaines à travers leurs vestiges matériels, l'architecture, les bâtiments, je n'ose pas dire les ruines, nous y reviendrons tout à l'heure, les objets que l'on retrouve, les artefacts qu'on retrouve en fouille, les sépultures, les paysages aménagés ou découlant de l'action de l'homme sur le milieu. Donc aujourd'hui, l'objet de la recherche en archéologie n'est plus forcément artistique, il l'est même rarement, même si bien souvent il est affiché en couverture de nos publications ou de nos expositions. Je regarde Jean-Paul Demoule qui ose souvent sur les couvertures de ses ouvrages présenter des créations artistiques, même si le contenu est conceptuel et contextuel. Pour un archéologue de nos jours, tout écofact et tout artefact peut paraître aussi important qu'une statue. Ce constat pointant sans doute un brin de scientisme, on y reviendra peut-être en fin de discussion. L'archéologie cherche donc à renouveler les connaissances concernant les modes de vie, les économies, les croyances et les structures sociales. Et retournons donc que l'objet de l'archéologie s'est donc étendu aujourd'hui et les objets de l'archéologie se sont diversifiés. Pourtant, jusqu'au XVIIIe siècle,
il n'existe pas vraiment de distinction nette entre les deux disciplines. Elles ont une origine commune. Les érudits, les antiquaires, les collectionneurs s'intéressent à la fois aux monuments anciens, aux inscriptions, aux statues, aux objets découverts dans les fouilles. Et les découvertes de Pompéi d'Herculanum à partir du XVIIIe siècle stimulent simultanément l'étude des vestiges et celle de l'art antique. La séparation apparaît, on va dire, pour les périodes contemporaines. On verra ensuite les distinctions pour les périodes bien plus anciennes à partir du XIXe siècle. L'histoire de l'art devient, à partir de cette période-là, une discipline autonome lorsque les chercheurs, comme Winckelmann, développent une approche centrée sur les styles artistiques, leur évolution chronologique et les critères esthétiques. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des chaires universitaires d'histoire de l'art sont créées, dans plusieurs universités européennes. Il en est de même à la même période pour l'archéologie. On pense à la chaire d'égyptologie de Champollion ou les chaires d'archéologie de Georges Perrault à Paris ou celles des chaires d'Antiquité nationale. L'émergence de la discipline archéologique doit beaucoup, on le sait, à l'empereur Napoléon III, qui joue un rôle important dans la mise en œuvre d'une véritable archéologie nationale. Il constitue en juillet 1958 la commission topographique chargée de dresser une carte de la Gaule dont le but fixé est d'étudier la géographie, l'histoire et l'archéologie nationale jusqu'à l'avènement de Charlemagne, donc un premier pool d'archéologues nationaux. Il institue des chaires d'antiquité à l'école normale supérieure, à l'école des Chartes et au Collège de France, et il permet l'envoi de missions archéologiques pour documenter entre autres les différentes campagnes de Jules César et des missions qui, à partir de Paris, toucheront aussi l'Espagne et la Macédoine, la Syrie, l'Algérie, la Tunisie, la Grèce ou encore l'Asie mineure. En 1861, il visite le site d'Alyse Sainte-Reine, identifié comme Alésia, et il se rend ensuite à Gergovie, à Bibracte, en 1862. Le 8 mars de la même année, il crée le musée d'archéologie celtique et gallo-romaine, actuellement le musée d'archéologie nationale, et il fait don de sa collection. Son inauguration se déroule en mai 67 en présence de l'empereur. Les salles sont alors ouvertes 3 jours par semaine et présentent les produits des fouilles que l'empereur a ordonnées. En France, donc, après quelques présentations bien connues de Vercingétorix ou de Napoléon III sur le site d'Alyse Sainte-Reine à Alésia, donc, en France, après quelques soubresauts au XIXe siècle, la nécessité de protéger le patrimoine archéologique n'a été ressentie que tardivement. C'est en 1941 que la loi Carcopino instaure l'autorisation et la surveillance des fouilles par l'État et rend obligatoire la déclaration de découverte archéologique. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec les nombreux travaux d'aménagement du territoire, les destructions de vestiges sans études préalables se multiplient. Divers scandales éclatent, donnant lieu en 1973 à la création d'une association, l'Association française pour l'archéologie nationale, des fouilles d'archéologie nationale, chargée de la mise en œuvre du fonds d'intervention pour l'archéologie de sauvetage. Durant ces périodes, donc avant la loi de 2001, les archéologues interviennent en sauvetage et non pas en préalable à des travaux d'aménagement. Sur cette image, vous avez les fouilles du parvis de Notre-Dame, l'emplacement de ce qui peut être le parking, et ensuite les fouilles de la Bourse en haut à droite à Marseille. Basée sur la Convention européenne signée à Malte en 1992, la loi sur l'archéologie préventive est promulguée le 17 janvier 2001. Elle instaure donc une redevance visant à financer les diagnostics, les sondages préalables aux travaux d'aménagement et les fouilles d'archéologie préventive
et stipule la création de l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, l'INRAP, dont le premier président est ici présent, Jean-Paul Demoule. Ce dispositif demeure en vigueur aujourd'hui, donc le dispositif de 2001. Il est modifié en 2003 avec notamment l'ouverture de l'activité à la concurrence, puis sur la marge en 2016. Cette période voit la professionnalisation de notre discipline avec des méthodes de fouille un peu plus rigoureuses, un peu plus normées, la prise en compte de la stratigraphie, l'enregistrement systématique des contextes et des découvertes. Et petit à petit, le contexte de découverte devient aussi important que l'objet lui-même, ce qui marque une différence majeure avec l'histoire de l'art. Et même on a pu dire et répéter que c'est toute la France qui était devenue un site archéologique, donc un contexte en tant que tel, et tous les ensembles écofacts et artefacts permettaient d'alimenter et d'analyser ce nouveau site archéologique à l'échelle d'un pays. L'effacement de ce qu'Alain appellerait le complexe de Pausanias et le développement de l'archéologie de sauvetage puis préventive a contribué ces dernières décennies à surligner le trait, la frontière qui marque la limite donc entre les deux disciplines, l'archéologie et l'histoire de l'art. Quelques images voilà, ça c'est les grands diagnostics sur des grandes surfaces, autoroutes ou canal Seine-Nord-Europe par exemple aujourd'hui. Les interventions nombreuses et ponctuelles sur le territoire national et notamment actuellement de très nombreux ensembles sépulcraux qui sont fouillés de toutes les périodes, y compris de périodes récentes. Cette carte qui pourrait effrayer un aménageur, mais qui doit rassurer un amateur du patrimoine et de l'histoire, ce que vous voyez en bleu, c'est les actions de terrain de l'INRAP depuis 20 ans, dont chaque point marque les interventions des archéologues. Et vous voyez que donc ce qui est présenté sur la carte, ce ne sont pas des problématiques, sinon celles à l'échelle du pays, mais en fin de compte, les interventions liées à l'aménagement du territoire sur le littoral, le long des grands axes de circulation, près des zones urbaines. Et depuis la création de l'INRAP, c'est 50 000 sites qui ont été expertisés ou fouillés. Ça va de surface de quelques mètres carrés, quelques dizaines de mètres carrés, à quelques dizaines d'hectares. Donc des espaces extrêmement importants qui commencent aujourd'hui, qui permettent de documenter une histoire large de notre pays, de la préhistoire ancienne jusqu'à la période contemporaine. Et tant qu'il n'est pas encore totalement dépassé, je vous renvoie vers l'Atlas archéologique de la France qu'on a publié il y a quelques années, et qui ne reflète qu'une part de la documentation acquise, les sites de terrain, les matériaux, mais également tous les restes qui sont étudiés. Et je lisais tout à l'heure les restes bioanthropologiques et les restes, les écofacts, qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Et la contrepartie de cette archéologie qui ne rase pas les ruines, mais démonte les sites, c'est le partage de la connaissance pendant les Journées européennes de l'archéologie, je le disais en introduction, mais aussi plus largement dans la grande politique qu'a l'INRAP de diffusion des savoirs vers les publics, expositions, ouvrages de vulgarisation ou de référence, qui permettent aujourd'hui de dérouler une histoire de l'occupation du territoire du Paléolithique jusqu'à la fin du Moyen-Âge, voire la période moderne et contemporaine, vu qu'aujourd'hui les archéologues travaillent aussi depuis quelques années sur des périodes très récentes et cherchent notamment à documenter les deux derniers conflits mondiaux, voire des événements plus ponctuels d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, montrant que la culture matérielle peut compléter une connaissance plus large de ces occupations. C'est peut-être cette frontière, on en parlera tout à l'heure, mais cette séparation entre archéologie et histoire de l'art est sans doute bien plus importante sur le territoire national, avec l'impact de l'archéologie préventive, qu'elle n'est dans le monde classique,
dans le monde grec, dans le monde romain, dans l'étude des sociétés étrusques ou égyptiennes. Je vais enfin donner la parole à Alain pour essayer de remonter à des périodes plus anciennes et aborder... Tu vois ? Ça tombe. Oui. Eh bien, merci d'être venu. Merci aux deux institutions qui nous ont invités et à mon camarade qui vient de vous présenter le sujet. Je vais être assez bref et surtout, je vais me concentrer sur un certain nombre de documents qui sont des documents verbaux, parce que la réflexion sur l'apparition des techniques antiquaires, ça va, c'est bon ? Merci. L'apparition des techniques antiquaires réclame un certain nombre de documents que je n'ai pas le temps de vous présenter ici. Le choix de textes, essentiellement poétiques ou politiques, que j'ai préparé, va tenter de répondre à la question que Dominique posait, c'est-à-dire quel est le rapport entre l'archéologie et l'antiquariat et l'histoire de l'art à travers une approche du passé qu'on appelle l'antiquarianisme. Pourquoi l'antiquarianisme ? Parce que, c'est un mot latin, dans la tradition latine, la vetustas, la vieillesse des choses, c'est la décrépitude. Mais l'antiquitas, c'est une manière, en quelque sorte, de préserver, d'observer, de prendre au sérieux les traces du passé. Et donc ce trajet, antiquitas et ancienneté, fait partie d'un héritage très ancien. Et c'est celui-là que je cherche à parcourir avec vous en essayant d'isoler les conduites qui vont mener les sociétés du XIXe siècle, et avant elles même avec le grand tour, les sociétés du XVIIIe siècle, à considérer l'Antiquité comme un outil majeur de positionnement culturel, de réflexion sur le devenir des sociétés. Le tout premier document que je voulais vous montrer est un document égyptien qui est une ballade dédiée à ceux des hommes qui se préoccupent de la continuité. Nous avons tous, si nous avons fait un peu de latin, traduit le Monumentum aere perennius d'Horace. Eh bien là, dans ce texte, vous avez un Monumentum aere perennius, mais égyptien, de la fin du second millénaire. Et, alors, je ne sais pas si je vais arriver à le lire. Oui, oui, il y a un problème de... vous verrez, ces écrivains, hommes de savoir, qui remontent au temps postérieur à l'arrivée des dieux, c'est vrai, devins du futur, ils sont devenus tels que leurs noms s'inscrivent dans l'éternité. Et ensuite, le scribe va expliquer que le seul capable de maintenir un lien avec le passé, c'est justement celui capable d'exprimer dans des vers la grandeur et les servitudes de la société qui l'a précédée. Donc, s'intéresser au passé, dès le début, dans la tradition égyptienne, mais nous le verrons mésopotamienne, même dans le monde chinois ancien, c'est en quelque sorte payer un tribut au passé, accepter le passé comme ce qu'il est, une identité très forte. Donc ces hommes, on ne les a pas oubliés, on cite leurs noms et leurs écrits, ceux qu'ils ont composés, car ils subsistent par la puissance de leur achèvement, et on se souvient de leur créateur pour l'éternité. Des enseignements sont leurs pyramides. Plus précieux qu'une pierre funéraire inscrite est un livre, plus précieux qu'une chambre funéraire bien construite. Ces livres font fonction de tombe et de pyramide pour maintenir leur nom vivant. Donc encore une fois, l'exercice poétique, sa transmission épigraphique ou à l'aide de papyrus, elle permet de garder la mémoire et de considérer qu'il y a dans l'humanité une dimension
de révérence et de contenu qui permet au passé de trouver sa juste place dans le présent et évidemment dans le futur. Et si nous passons dans la culture mésopotamienne, les Mésopotamiens construisent en briques, à la différence des Égyptiens qui construisent majoritairement en pierre. Et donc ils savent que leurs temples, même les plus brillants, les plus riches, sont destinés à périr. Et la seule manière de lutter et d'empêcher cette corrosion, c'est de laisser dans le sol des petites briques inscrites qui permettent de retrouver la filiation entre les rois du présent et les rois du passé. Et là, dans ce document, la Charadon du 7e siècle, vous voyez très bien combien le travail de l'antiquaire mésopotamien consiste à dater. Et comment on date ? On date en déchiffrant les écritures anciennes, on date en observant les manières de construire. Cet antiquarianisme de la mémoire, nous le retrouvons aussi dans le monde gréco-romain, mais sous une forme un peu différente. Regardez ce poème de Simonide qui énonce la supériorité des mots sur les choses. Les hommes qui sont tombés aux Thermopyles, leur tombe est un autel, au lieu de pleurs, souvenir, en guise de piété, louange. Un tel linceul, ni la décrépitude, ni le temps qui tout domine ne peut le noircir. Cette tombe des hommes courageux proclame la gloire de la Grèce comme celle de ses habitants. Et ce message qui consiste à dire les grandes actions méritent de grandes mémoires, elles sont au cœur du rapport avec un passé qui fait partie, encore une fois, des attitudes culturelles les plus communes. Le fait de ne pas considérer le passé est plus une attitude qui conjure le temps qui passe qu'une attitude de connaissance en tant que telle. Dans un texte fameux, Thucydide pose cette question. Qu'est-ce qui importe le plus ? Les traces que l'on laisse ou le souvenir des événements ? Il dit, si quelqu'un, la Sparte et Athènes, se sont partagés la Grèce et ont lutté pendant des siècles l'une contre l'autre, si un jour, dit-il, nous allons visiter Sparte, nous ne verrons presque rien. Et si nous allons visiter l'Acropole, nous verrons ce déluge de monumentalité qui le caractérise. Et pourtant, dit-il, les Spartiates ont été aussi importants pour l'histoire de la Grèce que les Athéniens. Simplement, les Spartiates n'ont pas mis le passé en scène, n'ont pas mis leur héritage patrimonial au cœur de leur pratique. Et d'ailleurs, ils étaient décriés par les Athéniens et par d'autres pour cela. Dans ce qui se passe quand une catastrophe arrive, il y a là toutes les stratégies qui permettent, je dirais, de faire face aux destructions. Et il y a un petit texte d'Ovide que j'ai préparé ici et que je trouve tout à fait extraordinaire parce qu'il montre le rapport psychologique entre ce qui est arrivé sur le site et la mémoire des personnes qui sont liées à la bataille. Troie, c'est la plus grande des guerres de l'Antiquité. C'est la mémoire absolue. Et cette mémoire absolue, elle s'exprime de cette façon poétique. Rien ne résiste à la mémoire, sauf la mémoire. Détruit par les autres, Pergame survit pour moi seule. C'est Pénélope, la femme d'Ulysse qui parle. Elle que le colon vainqueur laboure avec un bœuf captif. Déjà une moisson s'élève sur les lieux où fut Troie. Déjà la faux doit trancher ce qui foisonne sur le sol engraissé par le sang phrygien. À demi enseveli, les os des héros sont heurtés par le soc recourbé, l'herbe dissimule, les maisons effondrées. C'est une espèce de leçon de choses antiquaristes. La guerre est finie, la nature reprend ses droits, l'ordre social reprend ses droits, mais ceux qui sont intéressés à la mémoire, ils peuvent encore observer. Et le pèlerinage à Troie sera celui de tous les grands hommes.
Dans la Pharsale, Lucain reprend ce thème. Il le reprend d'une façon extrêmement poétique. Il décrit le voyage de César. César gagne la côte de Sigé à la recherche de la gloire passée, Mirator, Phamée. Et les rives du Simoën, c'est le promontoire d'Oréthée, ennobli par la tombe grecque et ses ombres qui doivent tant aux poètes. Il parcourt le site, mémorable de Troie dévastée par l'incendie. Il cherche les nobles vestiges des murs de Phébus. Maintenant, des buissons stériles et des troncs pourris de chênes écrasent le palais d'Assaracus et ne tiennent plus les temples des dieux que d'une racine fatiguée. Pergame, tout entière, est ensevelie sous les ronces. Les ruines elles-mêmes ont péri. Ça, c'est la phrase structurale. Les ruines elles-mêmes ont péri. Quand tout est consommé, il ne reste que les ruines. Et si on ne protège pas celles-ci, eh bien, rien ne subsistera. Alors, qu'est-ce qui témoigne le mieux de ce qui est arrivé? L'exemple de Sparte ou l'exemple d'Athènes? La question se pose quand la violence atteint un point tel qu'elle fait injure aux droits des hommes, aux droits des gens, tels que l'Antiquité les voyait. Qu'est-ce qui fait injure aux droits des gens? Eh bien, ce n'est pas l'esclavage, ce n'est même pas les désastres de la guerre, c'est le fait de détruire les temples, de s'attaquer aux temples. Et le serment de Platée, qui est le serment que les Grecs jurent avant de se lancer à la résistance contre l'invasion des troupes perses, il dispose ceci: je ne donnerai pas plus de valeur à la vie qu'à la liberté. Je n'abandonnerai pas les chefs vifs ou morts. Je ne reconstruirai aucun des sanctuaires incendiés ou abattus, et je les laisserai pour le futur comme souvenir de l'impiété des barbares. Et ça, je trouve ce texte à l'état chimiquement pur qui vous montre l'ingrédient qui permet à l'antiquaire de naviguer entre le passé, le présent et le futur. Et quand vous lisez ce texte, vous avez vraiment en face de vous une loi de la guerre telle qu'elle s'exprime à Oradour-sur-Glane. Ce que le SS ont fait à Oradour, ils l'ont fait des centaines de fois ailleurs, surtout sur le territoire de la Pologne et de l'Union soviétique. Mais les Français ont gardé ce lien avec Oradour et cette idée que l'absence est plus importante que la présence. C'est que la violence qui a été faite à la cité, la violence qui a été faite aux hommes, elle se réverbère dans ce site qui a gardé intact tous les vestiges. C'est une politique de la ruine, au sens propre, politique de la ruine, qui trouve son début dans la position des Grecs à Platée. Alors, dans la tradition grecque, le rapport avec les objets et avec les monuments est important. Et ce poème d'Horace, il montre que, dans le fond, offrir quelque chose, c'est offrir un bel objet, c'est offrir quelque chose qui saisit le récipiendaire, mais ça peut être aussi la dédicace du poème. Et d'une certaine façon, dans la lutte entre les mots et les choses, le poème a sa propre légitimité. C'est ce que ce texte dit admirablement. Mais un autre texte que je trouve emblématique est construit, un poème d'Ausone, l'auteur latin tardif, est construit comme une inscription. Et il crée ce trouble que l'inscription peut donner. Une seule lettre brille entre deux points, et seul ce signe L marque le prénom. Ensuite est gravé un M, qui je crois n'est pas entier. La pointe a sauté avec un morceau de pierre cassée. Est-ce un Marius, un Marcius, un Métellus qui repose là? Personne ne peut le savoir, à des marques certaines. Les lettres arrachées gisent, leurs lignes mutilées, et dans la confusion des caractères, tout sens a disparu. Nous étonnerions-nous que les hommes soient morts? Les monuments s'effritent, le trépas arrive, même pour les pierres et les noms.
Donc, si les pierres elles-mêmes sont menacées, reste la capacité du poète à transcender le passage du temps et à communiquer. Et cette communication, elle est possible par la qualité des textes. Ce qu'on voit dans l'expression des désastres. Regardez, par exemple, le tremblement de terre de Rhodes. Maintenant, la splendeur du port a disparu. La plus belle des couronnes est tombée. Les sanctuaires sont dépouillés de leurs statues et les autels de leurs offrandes. Les rues et les théâtres sont vides d'hommes. Les chantiers navals sur terre et sur mer, personne ne les reconnaîtrait sans les avoir vus auparavant. Et cette confusion des choses, elle montre bien le caractère, je dirais, emblématique de l'activité antiquaire qui seul permet de garder le souvenir, parce que le tremblement de terre lui-même, un jour, s'effacera. Et le rapport entre les objets et les hommes est lié de la considération qu'on leur porte. Et dans la grande querelle entre le paganisme et le christianisme, les rituels d'offrande des temples païens sont un des grands problèmes de l'attitude sociale et religieuse au Bas Empire. Et là, vous le voyez, il y a un appel très clair à ne pas défigurer les produits artistiques de la tradition en procédant à des rituels. Il faut, disent un certain nombre de rhéteurs, établir un lien entre la qualité des œuvres, precium artis, donc on est dans la naissance d'une conscience de l'art, qui fait que même si ces œuvres sont païennes, on peut les garder, il faut les garder, parce qu'elles témoignent d'une qualité de traitement des choses, de traitement des œuvres, qui est tout à fait fondamentale. De la notion donc, de patrimoine esthétique, qui brusquement irrigue, il n'y avait pas cette dimension esthétique dans la tradition mésopotamienne. Il y avait juste, pour les Mésopotamiens, l'idée de la rareté et de la richesse, mais pas la stylistique. Ici, c'est cette stylistique qui est mise en valeur et qui produit, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les éléments d'un droit patrimonial. Pour les Latins, il ne faut pas détruire le décor des villes. Et des lois strictes encadrent ce qu'on peut démolir. D'autres lois encore définissent ce qui peut être conservé. Et ce décret de 376 de Valence et de ses confrères dit qui voudra construire tout ouvrage neuf dans la ville devra s'en acquitter à ses frais et par ses soins, sans porter atteinte aux vieux monuments, sans affouiller les fondations des ouvrages nobles, sans employer les pierres de taille du domaine public, sans arracher des fragments de marbre, ce qui dégraderait les édifices ainsi dépouillés. Et là, vous avez à l'état, encore une fois, chimiquement pur, ce qui permettra de fabriquer bien plus tard, à partir, on dit en général, de Raphaël à Rome au XVe siècle, au début du XVIe, jusqu'à la grande période du XIXe siècle dont Dominique parlait il y a un instant, un droit du patrimoine. Le respect du passé passe à travers ce qui offense ce passé. Et donc, la démolition peut être ordonnée, et tout comme il est nécessaire, et ça c'est le début d'une politique du patrimoine qui touche à la fois à l'art et aux vestiges archéologiques, et qui s'exprime dans de nombreux textes de droit romain. Dans notre conduite de l'État, nous voulons voir corriger le fait, depuis longtemps objet de notre exécration, qu'on soit admis à altérer l'aspect d'une ville vénérable. Car il est manifeste en effet que les édifices publics, en lesquels consistait toute la parure de la cité de Rome, sont un peu partout détruits sur la punissable suggestion des bureaux de la ville. Donc vous avez même déjà l'idée de la concurrence des services de l'État, de l'incapacité dans laquelle on se trouve, dans la longue durée, de protéger les monuments. Et on en arrive ainsi à une
aux éléments d'une doctrine patrimoniale. À un moment même, au IVe et Ve siècle, où les institutions centrales de l'Empire sont plus faibles que jamais. Et donc, on prend conscience des destructions, on invente des outils, mais ces outils n'ont pas forcément la résonance que l'on pourrait espérer. Notre ambition est de constituer de nouveaux ouvrages, mais en plus de préserver les anciens, parce qu'on ne peut obtenir autant de louanges pour ce qu'on crée que pour ce qu'on conserve. C'est pourquoi nous désirons édifier des constructions modernes sans diminuer les précédentes. Et là encore, rappelez-vous la querelle des Halles, rappelez-vous la querelle de Marseille, enfin tout ce que Dominique nous a présenté dans son introduction se retrouve au cœur de la conscience. Et il ne faut pas croire que cette affaire est purement une affaire occidentale. Dans la tradition arabo-musulmane, vous avez en Égypte, en Perse, en Syrie, tout un tas de textes qui réfléchissent sur la fonction des bâtiments. Et vous avez des érudits qui s'élèvent contre la destruction. Quand on voit comment un État construit un édifice qu'un autre a été incapable de détruire, alors qu'il est bien plus facile de démolir que de construire, on peut mesurer les différences qui les séparent. Et ça, c'est Ibn Khaldun qui le dit. Et d'autres antiquaires, comme Al-Idrissi, plaident pour la conservation du monument. Quand je me rappelle les événements du temps et les épisodes du passé, il me revient qu'en compagnie de mon immortel père, nous arrivâmes au temple de Luxor sur le Nil, alors que nous nous rendions dans les villages de Sama et Tana. À cette époque, la main de la destruction ne s'était pas encore portée sur les reliefs de ce temple que le passage du temps avait laissé intact, et sur les plaques de pierre de ces murs, les inscriptions n'avaient pas été effacées. Alors cette conscience patrimoniale, elle est à la fois archéologique et esthétique. Les deux visions s'interpénètrent. Elles permettent en quelque sorte de penser ce passé. Et Al-Idrissi conduit. Mon père me dit, mon fils, regarde ce que les pharaons ont construit, et comme ces fous l'ont détruit. La seule destruction de tout le savoir que des visiteurs attentifs retirent de ces inscriptions, et de tous ceux qui sont capables et aptes à les recevoir, me fait peine et me préoccupe. Donc, nous sommes arrivés à ce que je pourrais dire là, une conclusion provisoire, qui est l'universalité des ruines. Les Mésopotamiens, les Égyptiens, je n'ai pas eu le temps de vous parler des Chinois, mais je pourrais aussi vous parler d'un certain nombre de cultures traditionnelles, de chasseurs-cueilleurs, dans lesquelles il y a un respect du passé et des stratégies pour se le remémorer. Mais pour conclure, je vous suggère de méditer cette conclusion de Diderot. Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes, tout s'anéantit, tout périt, tout passe, il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure, qu'il est vieux ce monde, je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent ma fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que cette existence éphémère, en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent. Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière, et je ne veux pas mourir, et j'envie un faible tissu de fibres de chair à une loi générale qui s'exécute sur le bronze. Un torrent entraîne les nations les unes sur les autres, au fond d'un abîme commun. Moi seul, je prétends m'arrêter sur les bords et fendre le flot qui coule à mes côtés. Donc, cette vision poétique de Diderot, par ailleurs l'un des théoriciens de la protection des arts, eh bien, elle vous donne la clé de ce que j'appelle l'universalisme des ruines. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Alors moi, je vais continuer vers des éléments illustrés de manière différente et essayant de vanter peut-être l'intérêt de l'archéologie et l'apport des dernières découvertes dans cette recontextualisation des œuvres d'art. Alors si je prends ça de manière simple, d'un point de vue chronologique, en partant
du Paléolithique et de l'arrivée de Sapiens sur le territoire national il y a 45 000 ans. On a tous en tête, et pendant longtemps, l'art a été marqué par cet art pariétal des grottes de la vallée de la Vézère, même si des découvertes récentes comme celle de Cosquer ou de Chauvet ont renouvelé le corpus de cet art pariétal. Ceci dit, l'apport de l'archéologie, et notamment de l'archéologie préventive que j'évoquais tout à l'heure, a été de mettre en lumière une diversité plus large de l'art préhistorique sur 30 000 ans, tant par les représentations que sur les types de supports, grâce à ces fouilles de plein air. Et voilà donc tiré de l'atlas archéologique que je vous présentais tout à l'heure, une carte qui présente les lieux de découverte de l'art paléolithique sur le territoire national. Et à la seule connaissance des représentations sur les parois des grottes ornées, en particulier de la Vézère, de Cosquer ou de Chauvet, on peut retrouver sur l'ensemble du territoire une série de figurations, soit sur des plaquettes, des tout petits formats, de la Bretagne jusqu'à l'est de la France, soit des représentations sculptées. Ce sont des petites figurines, comme celles que vous avez sur la droite, qui ont été découvertes à Renoncourt, près d'Amiens, dans le nord de la France. Donc pour le Paléolithique, les fouilles récentes ont permis à la fois de diversifier les formes artistiques. On sait que dans l'art pariétal, la figure humaine apparaît peu ou pas, et ensuite on arrive à redécouvrir des sites de production, voire des productions de série, comme pour ces statuettes ou certaines plaquettes, notamment à Angoulême, qui montrent une autre forme d'expression artistique. Sur des périodes un peu plus récentes, notamment avec l'arrivée du néolithique et ensuite de la métallurgie, on voit une évolution de la représentation humaine et notamment l'apparition de la figure de personnages de la sculpture en quasi ronde de bosse, notamment ces statues menhirs, dont on a souvent la localisation des plus grands corpus sont sur le sud du Massif central, la basse vallée du Rhône et ensuite le secteur du Luberon, mais dont là aussi les fouilles préventives ont permis de sortir sinon des séries, au moins de beaux exemples étendus sur l'ensemble du territoire national et débordant bien entendu des frontières actuelles, montrant la maîtrise de cette technique et une autre type de figuration visant à marquer, à laisser des traces justement, à marquer le territoire et à marquer la présence d'une population sur un terroir bien précis, que l'on retrouve autant dans le Midi en grand nombre que dans le Massif central, notamment des fouilles récentes sur un petit diverticule de la 75 a permis notamment à Doulex de mettre au jour une statue menhir. Si on s'avance un peu dans le temps, et notamment la période celtique, on a tous en tête cet art celtique représenté sur les monnaies du IIe et du 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'ont beaucoup interrogé les surréalistes, qui font aujourd'hui l'objet d'un marché important sur le territoire national. Mais on s'est peu interrogé sur l'origine de ce style. Or, une fouille récente dont vous avez tous entendu parler, la fouille de la tombe de Lavaux près de Troyes, avec une très belle exposition qui va durer encore pendant quelques jours au musée d'art moderne de Troyes, a permis de retrouver un ensemble de mobilier importé d'origine étrusque et d'origine grecque dans un contexte de la moitié du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Or, ce qui est intéressant, c'est que, outre les objets comme cette nokoé à figure noire, on retrouve des objets métalliques sur lesquels il y a une association d'éléments de la grammaire artistique purement classique avec la naissance, un embryon d'un premier art celtique, et notamment sur cette nokoé. Sur l'anse, il y a un petit plaquage d'or et d'argent sur lequel on retrouve des éléments qui vont ensuite être développés
plus largement dans l'art celtique à partir du IVe et du IIIe siècle avant Jésus-Christ. D'où l'hypothèse qui a été formulée par Émilie Millet, qui a travaillé sur cet ensemble, que autour de cette tombe du prince de Lavaux, il y avait un artisanat de cour et qui, inspiré par les éléments de l'art grec, a pu ensuite être transformé et évoluer vers cet art celtique que j'évoquais tout à l'heure à partir de quelques monnaies récentes. Ainsi, une fouille placée, retrouvée et fouillée de manière précise, permis de relocaliser la naissance de cet art celtique qu'on attribuait plutôt à un espace géographique un peu plus oriental, de le vieillir au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ et de l'associer directement à cet artisanat de cour en lien avec la présence de ce mobilier d'origine grecque. Et on peut imaginer que ces centres de pouvoir, ces espaces princiers, la présence de ces objets emblématiques, comme ici à Lavaux ou plus anciennement sur le site de Vix, ont pu également marquer effectivement toute une population par ces expressions artistiques méditerranéennes qui ensuite ont été déformées, entre guillemets, ont évolué vers cet art celtique qu'on voyait tout à l'heure vers les monnaies du deuxième ou du premier siècle. Cette archéologie contextuelle a permis aussi de replacer, là aussi, de mieux situer d'un point de vue cartographique et chronologique des formes artistiques bien calées, notamment sur l'Italie. Et ce que nous avions mis avec Alain sur la première page de cette présentation et que je représente ici, c'est un enduit peint qui a été fouillé par l'INRAP et le musée de l'art antique dans la ville d'Arles et qui est attribué au deuxième style pompéien, mais qui là est bien daté grâce au contexte de cette maison urbaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a permis de révéler un ensemble extrêmement important et qui montre à la fois, pour des périodes relativement précoces, l'introduction d'artistes venant d'Italie, l'imposition de modèles artistiques associés à des modèles architecturaux nouveaux, et non pas uniquement sur quelques représentations emblématiques, mais sur des séries extrêmement importantes, vu que c'est l'ensemble des enduits peints qui ont été fouillés soigneusement, documentés de manière précise, restitués et aujourd'hui analysés grâce à un remontage de l'ensemble des plaques et de l'étude de l'ensemble architectural du site de la Verrerie. Autre exemple marquant, en faisant là aussi un pas supplémentaire rapide dans le temps, on a tous malheureusement en tête le désastre de l'incendie de Notre-Dame de Paris, sur lequel l'INRAP a été appelé juste après l'incendie pour documenter la destruction suite à l'incendie et notamment pour répondre à la demande du président de la République de reconstruire à l'identique. Or, vous le savez tous, reconstruire à l'identique pour Notre-Dame de Paris, c'était d'abord constituer le cahier des charges initial, reconnaître la nature des matériaux, leur origine, leur mise en œuvre, ce qui a permis ensuite, dans un dialogue étroit avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, de pouvoir tenter la restauration et la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La fouille la plus importante qui répondait à ce cahier des charges, qui était, et croyez-le bien, autant l'établissement public que le général Georges Lain à sa tête, veillait à ce qu'on ne fasse pas de l'archéologie pour faire de l'archéologie, mais bien de l'archéologie pour répondre à la demande du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. La fouille la plus importante a été réalisée au croisement du transept de Notre-Dame à l'endroit où initialement à l'aplomb de l'endroit où s'élevait la flèche qui a pris feu, et donc là paradoxalement sur cette image vous voyez tous les échafaudages au moment de la restauration qui soutiennent la partie encore élévation de Notre-Dame, et la partie où il n'y a pas d'échafaudage au centre, c'était la partie sur laquelle la flèche s'était effondrée. Donc là, par définition, on n'avait pas besoin d'échafaudage vu qu'il était tombé. Mais en revanche,
Dans la politique de reconstruction de la flèche, il a fallu aménager un support extrêmement important, et notamment la construction d'un nouvel échafaudage de 100 mètres de haut et de 600 tonnes. Et pour mettre en place cet échafaudage, il a fallu donc fouiller à l'aplomb de manière importante, environ 1 mètre de profondeur, ce qui a permis de montrer, de retrouver quelques sépultures, dont une attribuée à Dubélé, de retrouver des aménagements du 19e siècle, et notamment ce système de tuyaux, de conduits d'air chaud qu'avait voulu violer le duc. Et ensuite, les fouilleurs ont découvert, entre ces espaces réservés aux sépultures et les conduits d'air chaud, une série de pièces importantes appartenant au Jubé du XIIIe siècle, qui avaient été démontées au XVIIIe siècle et placées de manière attentive dans une fosse en avant du chœur. Donc les fouilles ont révélé plus d'1 millier de fragments de ce Jubé, parfaitement conservés parce que les blocs avaient été cassés et démontés et pas jetés de manière brutale, et qu'ensuite la mise en place du pavement sur le sol avait préservé les œuvres et surtout préservé leur polychromie, ce qui a fait de cette fouille, avec cette découverte surprenante, même si ensuite tout le monde a pu dire que, bien entendu, le Jubé se trouvait là et qu'on s'attendait à ce qu'on le trouve. Personne ne l'avait imaginé au départ. L'ensemble de ces sépultures, de ces sculptures, sont aujourd'hui étudiées, permettent déjà de caractériser cet art gothique du début du XIIIe siècle de Notre-Dame de Paris, de pouvoir associer cette sculpture à la polychromie, ce qui n'avait pas été fait pour cet ensemble pour Notre-Dame de Paris, et ensuite de tenter une restitution numérique du Jubé à partir des fragments qui ont été retrouvés, en sachant que l'ensemble du Jubé n'a pas été fouillé, mais uniquement la partie qui aurait pu être endommagée par la mise en place de l'échafaudage. Voilà par exemple l'ensemble de ces éléments. Donc à partir de ces quelques exemples sur la préhistoire, la protohistoire ou l'Antiquité ou la Moyen-Âge, je voulais vous montrer que ces fouilles préventives d'ampleur au niveau national permettaient aujourd'hui, et ça serait peut-être temps, de réinterroger d'un point de vue chronologique, d'un point de vue géographique et d'un point de vue de la diffusion des styles et des savoirs, des éléments d'histoire de l'art, cette fois-ci dans leur contexte et avec des séries un peu plus importantes. Et puis je terminerai avec un petit clin d'œil ou une petite confidence. L'INRAP fêtera en 2032 ses 30 ans, et il y aurait peut-être en 2032, ça n'a pas été fait depuis une année de l'archéologie dans le siècle passé, la mise en place d'une exposition à Paris et ailleurs, pourquoi pas, sur les résultats de cette archéologie ces 30 dernières années, dans lequel on n'aurait pas beaucoup de difficultés à présenter une trentaine de contextes archéologiques importants. J'évoquais tout à l'heure la tombe de Lavaux, par exemple. Associé à cette trentaine de contextes importants, présenter une trentaine de nouvelles dates du récit national, si j'ose dire. Bien souvent, on colle ces objets à des grandes dates historiques. Or, l'archéologie elle-même sait faire naître des grands éléments ou de préciser des grands mouvements de l'évolution de nos populations. Et à ces 30 dates et à ces 30 sites, on pourrait associer une trentaine d'œuvres d'art révélées par l'archéologie et que l'on pourrait expliquer et associer à leur contexte et aux grands mouvements dans une vision un peu plus large. Voilà, c'était sur cette image qu'avec avec Alain, on voulait vous donner la parole pour quelques minutes d'échange.
La première question, la première réflexion étant toujours la plus difficile, Alain propose de passer à la deuxième, qui, voilà, ça fait sourire, mais ça aide pas. Je vous en prie, monsieur. Non, mais c'est pas pour... Donc je hasarde une première question en vous remerciant. Est-ce qu'en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, pour prendre des grands pays avec une forte tradition archéologique, est-ce que cette césure entre les disciplines a été aussi marquée depuis le 19e siècle? Non, là, au début, tout part du concept d'antiquité, d'antiquitas et d'antiquarisme. Et donc le mot archéologie, qui est un mot composé grec qui existe déjà chez Platon, et qui signifie plutôt discours sur les choses anciennes que ce que nous appelons archéologie, ce mot-là réapparaît à la fin du XVIIe siècle chez Jacob Spon, qui est un grand épigraphiste et voyageur, et qui essaye de montrer que le travail sur l'Antiquité n'est pas unidimensionnel, qu'il doit prendre en compte le matériau, la stylistique. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avec la réception de l'esthétique de Winckelmann, qui va appeler donc sa Geschichte der Kunst, son histoire de l'art, comme une présentation de ce qui a de la valeur dans la société antique. Donc l'antiquaire, je dirais, s'intéressait à tout. Certains antiquaires étaient plus spécialisés que d'autres. Mais l'historien d'art, Alain Winckelmann, quand il se présente, il dit « Je ne veux que des œuvres qui soient des œuvres d'art ». Et ce concept d'art opposé à l'archéologie, il est si fort que quand le manuel Introduction à l'archéologie de Milan, de 1810, qui est la première œuvre qui établit l'archéologie comme une discipline instituée, quand il est traduit en allemand, et c'est pas banal, à l'époque, on traduit plutôt de l'allemand en français, au lieu d'archéologie tout court, l'édition allemande porte Archäologie der Kunst, archéologie de l'art. Et donc c'est tout un débat qui va traverser la première moitié du XIXe siècle sur la question tout relève-t-il de l'archéologie, où il y a des choses qui sont tellement banales qu'on peut faire à moins, ou les rejeter, ou les négliger. Et donc à ce moment-là, la tension entre archéologie et histoire de l'art, elle est bien vivante, et elle va persister dans l'enseignement universitaire. Quand j'étais étudiant il y a un demi-siècle, on ne pouvait pas faire des études d'archéologie en tant que telles. On pouvait faire de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Ça avait quelques bons côtés, c'est-à-dire que les étudiants avaient une formation plus générale, mais ça empêchait, en France, ça a empêché pendant longtemps la spécialisation nécessaire. Et on était, dans les années 50-60, à peu près les derniers en Europe, pour la place qu'on donnait aux cultures proto-historiques et même préhistoriques, malgré l'abbé Breuil, malgré toute notre tradition préhistorique. Et enfin, pour finir, le débat auquel vous avez fait allusion, il a repris au moment de la découverte de l'art pariétal. Parce que là, il y a eu tout un débat en disant ces œuvres ne peuvent pas exister, ce sont des faux. C'est une partie du monde savant. Une seconde disait oui, ça existe, mais c'est un art de l'enfance. Enfin, d'autres qui disaient mais non, c'est un art qui s'énonce sur les parois et qui a ses propres codes. Et donc, ne pas le considérer comme un art, c'est en quelque sorte retirer au paléolithique supérieur sa fonction réelle dans, je dirais, une évolution de l'humanité.
peut-être au terme brutal de césure ou de séparation, il faudrait peut-être associer plutôt celui du développement de l'archéologie, notamment en lien avec le développement de l'archéologie préventive et la mise en place de la loi de 2001. C'est à partir du moment où l'archéologie s'est professionnalisée qu'il a fallu également former ou des étudiants ou compléter la formation des gens qui étaient essentiellement sur le terrain, que dans les universités françaises ont été créés des postes de maîtres de conférences ou de professeurs teintés d'archéologie, qu'on a recruté certains par leur connaissance plus du terrain que leur formation classique à proprement parler. Et donc je ne crois pas que ça soit, c'est pas les classes qui seront séparées en deux, ni le corps professoral qui s'essaim, mais en fin de compte le développement large d'une discipline. Et puis on est certains à l'avoir vu avec des cours de licence d'histoire de l'art avec 30 étudiants, et puis 2-3 ans après des cours de licence d'histoire de l'art et d'archéologie avec 300 étudiants, parce que les gens savaient que ça devenait possible de faire de l'archéologie sur le terrain, qu'éventuellement ça devenait possible de se spécialiser et que ça devenait possible accessoirement d'en vivre. Donc c'est là que ça s'est peut-être mis en place et où la place du contexte a pris du poids. Et le fait que ça soit généralisé dans notre pays, sur tout le territoire national, en métropole et dans les Outre-mer, a renforcé peut-être cet aspect-là. Alors que dans d'autres pays, notamment les pays méditerranéens, où l'archéologie préventive s'est moins développée de façon systématique, à ce moment-là, peut-être les liens entre l'histoire de l'art et l'archéologie ont été plus resserrés. Mais là aussi, avec beaucoup moins de personnes, en plus, liées à cette archéologie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les historiens de l'art, et notamment l'association qui fédère les historiens de l'art, et qui a fêté il y a 2 ans, je crois, ses 30 ans, s'interrogeaient justement sur ce manque pour les périodes préhistoriques, antiques et médiévales d'évolution de leur propre discipline, sans la prise en compte, sans la prise en compte des contextes et des nouvelles données. Ou du moins Olivier Bonfait s'interrogeait sur ces éléments-là. Merci. Mais moi, je pense aussi que, en fait, examiner en binôme l'histoire de l'art et l'histoire de l'archéologie, c'est un peu compliqué parce qu'à partir d'un certain moment, disons la 2e à 19e schématiquement, il y a un moment où on dit archéologie de l'art pour ne pas dire archéologie de la race. C'est-à-dire, c'est quand même... c'est quand même beaucoup ça, les brachycéphales, les dolichocéphales, les blancs, les bruns, les ariens, les sémites, voilà. Donc, je crois que c'est beaucoup pour ça qu'on n'a pas eu d'évolution des méthodes, de qu'est-ce que la société, etc. Après vous avoir remercié, puis merci beaucoup madame pour votre appui, on souhaite une bonne soirée et on va continuer à travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup.